Alors, Mireille Tchifali, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous aujourd'hui pour cet entretien. Alors, vous avez été professeur à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, plus particulièrement à la section des sciences de l'éducation. Et pour débuter notre entretien, j'avais envie de vous demander si vous pouviez nous raconter quel a été votre parcours de formation, et quel est le chemin qui vous a amené à l'Université de Genève et à la section des sciences de l'éducation. J'ai fait des études de lettres en choisissant littérature, français, histoire et philo. Et ce furent, c'était dans les années d'avant 68, donc nous avons fait 68 à Neuchâtel. Et là, ça a été des études épouvantables. Pourquoi épouvantables ? Ça a tué toutes mes passions. J'avais des professeurs, qui étaient savants, mais moi j'étais avec des idéaux, des passions intérieures, et on découpait un poème de Victor Hugo en 36 000 choses. Et donc ça m'a... Alors, en ce temps-là, on n'arrêtait pas les études, on continuait malgré notre souffrance. Donc l'histoire, c'était des dates par cœur, la bataille de Morat avec le nombre de... etc., etc. Donc ça a été vraiment un étouffoir. Et au sortir de ces études-là, j'aurais dû remonter à la Chaux-de-Fonds, faire des études, faire des études pédagogiques pour devenir enseignante. Et j'étais très mal, psychiquement, très mal. Il y avait un malaise. Et je me suis dit, non, si je choisis de faire de la pédagogie, alors je veux en faire. Et j'ai décidé de venir à Genève. Déjà avec une licence, en fait, en lettres. Et à Genève, j'ai recommencé des études, mais très rapidement, j'ai dû travailler. Donc je suis devenue assistante. Parce que vous aviez terminé vos études de lettres à Neuchâtel, et puis vous avez recommencé à Genève. J'ai recommencé à Genève. On était 12 étudiants à ce moment-là, ou très très peu en sciences de l'éducation. Et j'ai recommencé, mais j'ai pu avoir un poste d'assistant à mi-temps. Et donc j'ai commencé de faire ces études. Et c'est là que j'ai rencontré, dans un parcours de femme, peut-être plus que d'hommes, j'ai rencontré ce qui allait devenir mon second mari et qui était versé dans une passion par rapport à la psychanalyse. Et donc c'est là que je me suis dit, je pourrais rajouter des épisodes, mais je me suis dit qu'il fallait que j'entreprenne quelque chose pour moi et que j'ai été faire mon analyse à Paris. Parce qu'à Genève, il était connu, c'était trop cher pour mes finances, et qu'à Paris, il y avait tout le courant lacanien qui faisait qu'on pouvait faire une psychanalyse en allant toutes les semaines ou toutes les 15 jours et en groupant les séances. Donc c'était pas du tout une analyse conforme selon les canons freudiens ou de la société freudienne orthodoxe, mais voilà. Et c'est à ce moment-là, toujours dans l'errance, donc je n'avais pas un talent pour les mathématiques qui me faisait que j'allais prendre cette discipline-là, mais je me suis dit qu'en retravaillant la psychanalyse, qu'il y avait quand même des choses qui pourraient être intéressantes pour des métiers autres. Pas des métiers thérapeutiques, mais des métiers qui doivent prendre soin ou des enfants, ou des patients, ou des adolescents, ou des éducateurs, et qu'il y avait ce que je voyais dans l'application des théories à ce moment-là à l'éducation, quelque chose d'un manque. Et c'est là que j'ai rapproché les deux domaines, psychanalyse et éducation, et qu'a commencé ma passion. C'est-à-dire, alors que j'ai fait une thèse ensuite qui s'appelait Éléments pour des éléments de la théorie psychanalytique dans le champ éducatif, et que j'ai rencontré celui qui allait être, dont je dis qu'il allait être celui qui m'apporterait le plus au plan scientifique, au plan humain, et qui est Michel de Certeau. À la section des sciences de l'éducation, j'ai aussi rencontré Daniel Hamelin, Pierre Dominicé, toutes des personnes qui m'ont fait confiance
alors que j'étais dans un domaine ou quelque chose qui n'était pas très conforme, puisque c'était tout le domaine de l'affectif, de l'inconscient et des choses comme ça. Donc voilà, mon parcours, après, ça a été un parcours universitaire où j'ai gravi tous les échelons, de maître assistante à chargée de cours, à professeur adjoint et à professeur ordinaire. Ils avaient besoin de quelqu'un qui fasse le pendant de l'apport piagétien à l'éducation, et moi je faisais le pendant affectif. Et c'est des personnes qui ont véritablement, qui n'étaient pas sûres forcément d'accord avec mes convictions ou mes postures épistémologiques, mais qui m'ont fait confiance. Et donc vous avez vraiment travaillé sur cette dimension, enfin sur ces apports des théories psychanalytiques au champ éducatif, si je l'exprime justement. Pourquoi est-ce que vous vous êtes tant intéressé, pourquoi est-ce que vous vous êtes tant passionné pour ce champ-là en particulier? Comment se sont nouées ces différentes dimensions de l'histoire, de la psychanalyse, des sciences de l'éducation? Voilà, et j'ai retrouvé ensuite la philo, c'est-à-dire tout ce que j'avais laissé, la littérature, je l'ai retrouvé après. Écoutez, je pense que les métiers qui sont en lien avec des humains, ce que j'ai appelé d'une formule qui a fait un peu recette les métiers de l'humain, il y a une dimension relationnelle et affective et humaine qui est essentielle et qu'on ne peut pas laisser en dehors d'une pensée. C'est pas la boîte noire et que bien entendu qu'un enseignant doit transmettre du savoir, mais on sait bien que ce qui passe, c'est aussi cette dimension humaine, sa capacité de parler à l'autre, sa capacité d'aller vers l'autre dans sa difficulté, quand il y a une difficulté. C'est aussi toute son histoire à lui, sa subjectivité, toute cette dimension d'humain à humain qui me paraissait et qui me paraît encore essentielle à ne pas perdre. Et donc c'est vrai que dans un premier temps, j'ai fait l'articulation entre psychanalyse et éducation. Et puis ensuite, je me suis centrée sur les dimensions relationnelles. Je ne suis pas tenue à la psychanalyse stricto sensu. Pour comprendre le vivant des situations d'enseignement ou de maladie, on ne peut pas s'en tenir à une théorie. On est bien obligé d'articuler l'individuel au social, l'intime au cognitif, etc. Et c'est ça que j'ai essayé de maintenir et de transmettre. Quand vous êtes arrivée à la faculté de psychologie des sciences de l'éducation, elle était toute jeune, elle était neuve, vous êtes arrivée, c'était les débuts de la faculté en fait. Oh non, c'était pas encore une faculté. C'était pas encore une faculté, donc vous avez vraiment participé en fait à la construction, à la mise en œuvre de cette faculté-là. Quelle était la part alors de votre champ à vous dans cette construction de cette faculté, ou de cette section, comment est-ce que ces choses se sont mises en place? Parce que c'était nouveau en fait aussi, la formation des enseignants, puis la formation d'adultes ensuite. En fait, on pourrait penser que j'ai créé ce domaine-là, alors que pendant quelque temps, j'ai cru que je l'avais créé, cette articulation entre psychanalyse et éducation. Et puis j'ai regardé dans le passé, j'ai vu qu'à la FAPSE, dès l'entrée de la psychanalyse en Suisse, dans les années 1912, dès la création de l'Institut, il y a eu des psychanalystes et que l'articulation de psychanalyse et éducation a été une spécificité suisse et que en fait je n'en ai que repris la tradition. Et donc que je n'avais rien inventé, mais que ça m'a permis de me lier à une filiation, bien entendu en faisant des choses différentes, mais il y a tout un courant effectivement en Suisse qui a tenté cette chose-là. Très bien, eh bien Mireille Tchifali, merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous.